Bonjour à tous, merci encore une fois de nous suivre pour ce face-à-face RT Média. Aujourd'hui, le thème c'est le Mali a libéré 4 terroristes. Pour situer un peu les choses dans le temps et dans l'espace, il faut rappeler que le dernier otage français détenu au Sahel a été libéré mardi dernier, du nom de Lazarevich. Et donc cette libération, elle a ravi les populations françaises. De l'autre côté, au Mali, les gens sont un peu mécontents compte tenu des contreparties qui ont pesé dans cette affaire. D'aucuns parlent de 20 millions d'euros payés aux ravisseurs, donc les amis du MNLA, il ne faut pas s'en cacher. Et de l'autre côté aussi, le Mali a libéré 4 terroristes donc, dans le deal. Et parmi ces terroristes, il y en a un qui avait fait une évasion spectaculaire au cours de laquelle il avait abattu froidement un gardien de prison, que nous saluons l'âme ici. Nous sommes ici pour en parler avec Sega Diarra à ma droite que vous connaissez et Tapa Conté à ma gauche. On va essayer de comprendre ce que le Mali gagne dans cette libération de terroristes, sachant que ce n'est pas la première fois que le Mali lève les doutes ou fasse une entrave à la justice par rapport au jugement de terroristes sur son sol. Donc bonjour Tapa Conté. Bonjour. Bonjour Sega Diarra. Bonjour. On ne va plus vous présenter, hein. Vous êtes d'une association qui est Génération Engagée, vous faites beaucoup de choses dans votre réseau. Vous, Tapa Conté, vous êtes militant du RPM, donc le parti au pouvoir au Mali. Donc, tu n'as pas compté cette libération dans un premier temps de Lazarevich, le dernier otage français détenu au Sahel. Je suppose que ça vous a ravi. Et à côté de ça, la rançon de 20 millions qui vient financer les actions futures des terroristes dans le Sahel et aussi la libération des 4 terroristes détenus par la police malienne. Comment vous avez perçu tout ça? Merci pour l'invitation, une fois de plus. Et c'est toujours avec le même plaisir. Bon, c'est vrai que nous avons assisté à la libération des derniers otages français. On ne peut que se réjouir pour le bonheur de sa famille, Pour autant, il ne faut pas oublier, il faut avoir une pensée aussi. Parce que comme vous l'avez si bien dit, il y a eu de contreparties. Et parmi les terroristes libérés, il y en a un qui a tué froidement un de nos gardiens de prison. Il faut toujours honorer sa mémoire et compatir à la douleur de sa famille. Moi, j'ai vu des commentaires, des réactions depuis cette affaire qui ont tendance à dire que le gardien de prison, il est mort pour rien. Ce sont des commentaires dans lesquels je ne me reconnais pas. Moi, je dis, quelles qu'en soient les conditions... Non, mais avant les commentaires, de façon absolue, vous, cette libération, vous en êtes ravis pour la famille de Lazarevich, ça c'est clair. Il y a une rançon de 20 millions qui a été payée à des gens qui ne vont pas faire un match de foot avec cet argent. Et il y a eu 4 terroristes qui ont fait du mal au Mali, qui étaient emprisonnés, qui ont été libérés. Comment vous analysez ces libérations je vais en venir. Je ne vais pas me dérober à ce débat-là, puisque je suis là pour ça. Donc, je disais qu'il faut toujours reconnaître le sacrifice de notre frère, le Malien, qui est mort froidement par ce terroriste. Maintenant, pour en venir aux rançons, effectivement, il n'est jamais agréable d'entendre que de l'argent a été donné à ces terroristes, mais ils font ça pour ça. Et il ne faut pas se cacher, hein, ils vont pas, comme vous l'avez dit, ils ne vont pas acheter des jeux de Noël avec, c'est des armes, c'est un risque. C'est un risque que nous prenons très souvent, que tous les pays d'ailleurs, c'est une grosse hypocrisie. Et ceux qui disent on ne paye pas, d'une manière ou d'une autre, tous les pays du monde payent, malheureusement. Sauf l'Algérie qui abat les terroristes, comme ça on ne parle pas de rançon. Bon, je pense qu'on paye d'un côté aussi, mais tous les pays aussi, quand ils en ont les moyens, ils éliminent. Donc heureusement, il y a toujours ce rapport-là. Donc voilà, il y a une vie à sauver, il faut tout faire pour sauver cette vie-là. Mais derrière, ça n'enlève rien à ce combat qui doit être mené contre ces idées obscurantistes et barbares. Maintenant, la libération de ces terroristes, on peut l'analyser sur 2 angles. Le premier angle, c'est le côté du droit et de l'émotion. On ne peut que dire, en tant que citoyen malien, que c'est pas normal. On ne peut que s'en indigner. Et il faut comprendre ça, il faut comprendre la colère de tous les Maliens aujourd'hui, qui se sentent un peu, qui disent franchement,
comme si la vie des Maliens ne valait pas grand-chose. Ça, il faut comprendre, il faut être capable de l'entendre, mais il faut faire preuve de pédagogie. La deuxième angle, c'est quoi? C'est de dire que malheureusement, nous sommes dans le concert des nations. Le milieu, ce n'est pas un milieu de bisounours. Les États négocient, c'est des rapports de force, c'est la défense mutuelle des intérêts mutuels. Et dans ce justement, on veut savoir quel est l'intérêt du Mali dans la libération des terroristes, parce qu'au Mali, officiellement, on se bat contre le terrorisme. On arrive à faire prisonnier les terroristes, on les libère dans un processus de libération de quelqu'un qui est détenu par d'autres terroristes. Qu'est-ce que le Mali gagne? Qu'est-ce que la diplomatie malienne gagne? Non, l'intérêt immédiat que nous voyons tous aujourd'hui, c'est d'avoir sauvé une vie. C'est vrai qu'il y en a une qui nous a été enlevée, mais en libérant ce qui est apparent. Maintenant, pour les autres aspects, voilà, vous imaginez que ne m'accordez pas une importance que je n'ai pas. C'est-à-dire savoir être dans les secrets de Dieu pour savoir. Non, mais c'est juste votre analyse qu'on a besoin. Mon analyse, c'est que nous avons tous assisté à des explications sur les grands plateaux français, sur les grands médias internationaux, en disant que voilà, si la France n'arrive pas à taper fort sur le MNLA ou MAA et autres, ils sont contraints par aussi l'aspect des otages. Au moins, aujourd'hui, on peut dire qu'ils n'ont plus d'otages là-bas. Cette excuse est levée aujourd'hui. Je pense que sur le plan diplomatique, c'est un point qu'on peut être aujourd'hui, sur lequel on peut peser. C'est Gadiara, vous qui n'avez pas souvent été gentil avec la gestion du pouvoir en place au Mali, comment vous analysez d'une part la satisfaction de la libération du dernier otage français détenu au Sahel et la contrepartie donc de 20 millions qui viennent enrichir le dispositif de prise en otage de d'autres personnes, des terroristes, et aussi la contrepartie payée par le Mali, à savoir la libération de terroristes qui ont fait du tort au Mali, dont l'assassinat lâche d'un gardien de prison qui n'a rien demandé. Merci beaucoup de m'avoir offert cette tribune pour que je puisse m'exprimer. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, d'abord, je vais être assez clair, je ferai des analyses objectives de la situation. Malheureusement, je ne ferai pas de jugement de valeur parce que la situation ne s'y apprête pas à cela. Aujourd'hui, que ce soit qu'on soit du côté de la société civile, du pouvoir en place ou des autorités françaises, donc on a une vision différente des choses. Moi, ce que j'ai retenu de ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, on a instrumentalisé le pouvoir judiciaire qui doit quand même être autonome et indépendant donc, du pouvoir qui est en place. Donc le gouvernement a manipulé le pouvoir judiciaire pour arriver à sa fin, parce qu'on a assisté à un procès similaire qui a été organisé par la Cour d'appel pour libérer les 4 terroristes. Mais de l'autre côté, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on pouvait faire autrement? Est-ce qu'on avait d'autres alternatives? Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que le Mali vient de très loin. Donc ces 4 terroristes ne sont que l'aboutissement d'une déliquescence d'un État et d'une intervention française qui est venue sauver un État qui était en péril. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ces 4 terroristes, qui d'ailleurs ont été tous arrêtés par les forces françaises et remis aux autorités maliennes, donc, et gardés dans la prison de Bamako, ont dans un premier temps bénéficié de la complicité de ces gardiens de prison quand vous faites référence à l'assassinat du gardien. Donc ils ont bénéficié dans un premier temps de la complicité de ces mêmes gardiens de prison. Et à ce niveau-là, il va falloir préciser et déterminer les responsabilités. Comment est-ce qu'ils ont pu se détenir des armes en prison? Comment ils ont pu arriver jusqu'à fomenter une évasion spectaculaire? Parce que ce que nous, on retient des différents témoignages, c'est que ces personnes, de par la manne financière qu'ils disposaient, dans la prison centrale de Bamako, c'est eux qui envoyaient les gardiens de prison acheter de la viande, acheter du thé, faire du thé, donc tout le monde était à leur solde. Donc cela démontre un autre dysfonctionnement de notre système judiciaire, de notre système pénitentiaire, qu'il va falloir remettre en cause, qu'il va falloir identifier et corriger. Au-delà de cela, c'est vrai qu'on a libéré les 4 terroristes. L'opinion a été choquée, l'opinion publique a été choquée, ce qui est tout à fait normal, parce que, je reviens là-dessus une fois de plus, le gouvernement n'a pas mis la forme.
Aujourd'hui, nous sommes dans une situation complexe. Tout le monde en a conscience de l'état actuel des relations entre la France et le Mali, l'implication de la France dans la libération du Nord. Nous, on a perdu notre gardien de prison, on est bien d'accord, mais la France aussi a perdu ses enfants au Mali. Ce n'est pas uniquement dans ses propres intérêts. Damien Boiteux, paix à son âme, s'il a été tué au Mali, il défendait l'intérêt de la France, mais quelque part, les Maliens, ils trouvaient leur compte dedans aussi. Donc, ce qui est important, dans toute chose, c'est le manque d'égard qu'il y a eu le gouvernement en place vis-à-vis de la population. Si dès le premier jour de la libération, le gouvernement avait fait un communiqué, ne serait-ce que sur ORTM, pour expliquer à la population, pour s'adresser à la nation de ce qui se passe et de ce qu'il y a à gagner, comme Tapa venait de le dire, il y a des enjeux au nord, les otages c'était devenu un obstacle pour dire la vérité, entre autres, à certains groupes armés. Donc nos gouvernements pouvaient nous expliquer qu'il y a eu un deal, parce qu'effectivement, personne n'est bête, on est au XXIe siècle, il y a eu un véritable deal entre Ibeka, Hollande et Youssoufou. Donc pour en arriver là. Mais il ne faut pas mépriser son peuple. Parce que si vous voulez que votre peuple vous suive, il va falloir que vous respectez ce peuple-là. Mais on apprend sur les médias internationaux, sur France 24, notre ministre de la Justice s'exprime, alors que 2 jours avant, il avait une autre opportunité pour s'exprimer. Il y avait l'idée qui se passait en direct, et on lui a posé les mêmes questions, et il a répondu de façon très vague, très vaste. Ça prouve à suffisance que ces personnes n'ont aucun respect pour le peuple qui est là en face. Donc le deuxième aspect que je voulais soulever, qui consiste quand même au deal éventuel qui peut être conclu entre Ibeka et les autorités françaises, c'est que au lendemain quand même de cette libération-là, on a assisté à un bombardement, à une montée en puissance des forces Barkhane, et on apprend que Tilemsi, qui était quand même un émir dans le Sahel, qui est l'équivalent entre guillemets de Yad Aghani, mais lui il était beaucoup plus financier que militaire, il a été tué. Donc on a eu cette confirmation-là des autorités françaises, et ça prouve à suffisance que, même si on ne l'a pas dit officiellement, que cela faisait partie du deal. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'observer dans les jours à venir ce que la France va faire pour vraiment amener la paix dans la région du Nord. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, les pourparlers à Alger sont bloqués. Voilà, on est dans l'impasse, parce que là, on a compris que la paix n'arrange pas tous les groupes présents sur place. Et sans juger, sans juger qui que ce soit dans ce deal-là, on sait qu'une libération d'otages, quand des gens prennent en otage quelqu'un, surtout un Français, issu d'un pays où il y a une manne financière, où la rançon peut être élevée, que si on prenait Tapa Conté au Mali par exemple en otage, où il n'y aurait pas de rançon. Ça se prépare, il y a des négociations, ça s'étale sur des semaines, des mois. Et comment ça se fait que l'État malien, sachant ce qu'il allait faire pour sa contrepartie, n'a pas préparé sa communication, ne serait-ce qu'aller faire un deal avec la famille de ce prisonnier-là? Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on a annoncé la libération de ces 4 terroristes, tout le monde s'est braqué sur la famille du terroriste. Et comment ça se fait que l'État n'ait pas vu venir ces réactions-là épidermiques de la population et anticiper sur une négociation, une préparation psychologique de la famille au niveau de sa communication pour préparer le terrain, quitte à payer cette famille-là, parce qu'aujourd'hui l'argent est le nerf de la guerre. La France a payé 20 millions, on n'aurait pu pas payer l'âme du défunt, mais préparer quand même ne serait-ce que la communication auprès de cette famille-là pour que ça puisse passer au niveau de la population. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que le président de la République a essayé de rattraper le tir, parce qu'il a reçu les gardiens des prisons donc au palais, et à la sortie de cette rencontre, les gardiens de prison se disaient quand même qu'ils étaient satisfaits de la rencontre. Donc cela prouve à suffisance que même s'il a joué au pompier pyromane, c'est que quelque part ils ont compris qu'on ne peut pas jouer sur du social en méprisant les gens. Ce qu'on peut demander au-delà de tout cela, c'est qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte suite à l'évasion de Wadoussen. Il va falloir que cette enquête arrive jusqu'au bout et qu'on identifie les responsabilités, parce qu'on ne peut pas s'évader d'une prison sans complicité extérieure. On ne peut pas s'évader d'une prison sans complicité des autorités internes de la prison. Donc ça, il va falloir vraiment identifier les vraies responsabilités à ce niveau-là. Le deuxième volet, donc, parce qu'officiellement on ne parle pas de paiement de rançon, même si
cela a été, vous l'affirmez. Donc, certainement, s'il y a eu paiement de rançon, cela peut être fait du côté de la filière nigérienne, pas forcément du côté de la filière malienne. Nous, ce qu'on peut noter, c'est que le Serge Lazzarevic, il était détenu à Kidal. Ça, c'est une évidence, parce qu'il a été libéré à Kidal. Et éventuellement, il était détenu par Iyad Agali et le groupe qui est proche de Iyad Agali. Donc aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, Kidal est une ville de non-droit. Donc nos forces armées ne sont pas présentes à Kidal. Pratiquement, les Français ne maîtrisent plus absolument rien. L'ONU a eu tellement de problèmes dans la zone qu'ils ont déchu leur chef militaire. Et aujourd'hui, on a de nouveaux responsables qui vont prendre en charge les forces onusiennes qui sont sur place et l'ONU a été claire là-dessus. Ils n'ont pas pour vocation de lutter contre le terrorisme. Ils sont là pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Donc, aujourd'hui, il y a une évidence, c'est qu'on doit pousser les forces en présence, en négociation à Alger, à aller vers la paix. La paix, elle est indéniable, elle est obligatoire et il faut éviter la guerre. On est d'accord là-dessus. Donc, les forces françaises vont monter en puissance, notamment Barkhane va monter en puissance pour combattre le reste du djihadiste qui existe. Et nous espérons bien que c'est ce qui ressort du deal entre IBK et Hollande. On va compter là pour nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec parce que la présence d'otages français au Sahel est un blocage, parce qu'une guerre sans merci aurait entraîné leur mort. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus d'otages français détenus au Sahel. Est-ce que vous pensez que la diplomatie française aujourd'hui a une liberté de ton pour dire exactement ce que le Malien attend, parce que ça reste quand même le Mali, c'est le sol malien, et les Maliens attendent une libération de cet endroit-là. Est-ce que la diplomatie malienne aujourd'hui pourrait taper le point j'oublie le terme, bref, vous me comprenez. Est-ce que la diplomatie malienne pourrait prendre son courage à deux mains pour dire exactement à la France, voilà, ça fait un moment que nous attendons, allons-y droit au but? Bon, je pense que rien ne lui empêche la diplomatie malienne. Aujourd'hui, c'est pas sûr, hein. On ne sait pas ce qu'ils font. Apparemment, justement, c'est ce que je venais de dire. Ne m'accordez pas une importance que je n'ai pas. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne peux que commenter ce que je sais et ma vision des choses. Je pense qu'aujourd'hui, la seule excuse qu'on nous disait, bon, on va peut-être encore nous ressortir la deuxième qui consiste à dire que ouais, on collabore avec le NNLA parce qu'ils connaissent le terrain. Je suis désolé, mais il y a les Touaregs qui sont dans l'armée malienne, qui connaissent le terrain plus que les gens du NNLA qui, pour un grand nombre, ont passé toute leur carrière en Libye. Donc, à part cette excuse encore, je pense que l'excuse des otages aujourd'hui est levée. Je pense que la diplomatie malienne, comme je le disais tout à l'heure encore, nous sommes dans le concert des nations où c'est l'influence, les rapports de force. Il faut reconnaître que j'aime bien, il y avait un débat sur votre plateau sur la Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qu'on cite souvent, même si je ne suis pas souvent d'accord sur sa ligne panafricaine qui était au Fouet-Boigny, il le disait. Qu'est-ce que vous voulez? On est en position de faiblesse. Oui, mais justement, donc, à ce moment-là, beaucoup de gens parlent de concert des nations pour peut-être masquer les failles du Mali. Est-ce que le Mali, le Mali du haut de son petit statut fait ce qu'il y a à faire? Est-ce que le Mali pousse le champignon jusqu'au bout pour chercher à gratter sa part du gâteau dans le concert des nations? Moi, je pense que oui. Nous négocions à la place que nous sommes avec la force que nous avons. Est-ce qu'il y a une optimisation de la force malienne dans le concert des nations? On fait avec ce qu'on a et la force que nous avons. Mais depuis maintenant, chacun est libre. Moi, je peux m'en satisfaire. Toi, non. Quelqu'un d'autre aussi. Qu'est-ce que la diplomatie malienne a pu gagner depuis que le président IBK est là? La diplomatie malienne a pu rétablir l'image du Mali à l'extérieur. À Montreuil Oui, mais comme vous voulez, même si c'est dans un recoin de mon village. Ça reste quand même que les négociations sont engagées. Nous sommes en train de négocier aujourd'hui en tant que État légitime. Ces négociations sont le pire exemple parce que le président IBK avait dit que les négociations auraient lieu qu'au Mali, elles n'ont pas lieu au Mali, elles ont lieu en Algérie. Et d'ailleurs, vous avez eu l'occasion de poser cette question. J'ai eu l'occasion de imposer Oumar Mariko dans ces négociations-là. Ça, c'est vous qui le dites, ce n'est pas. Moi, je ne suis pas au tenant. Non, mais c'est officiel. Hein. Voilà, ça, c'est vous qui le dites et ça n'engage que ceux qui l'ont dit. D'accord? Quand vous avez eu l'occasion de me poser cette question-là, je vous ai dit que nous sommes dans une négociation
et que quand on est dans une négociation, on fait des concessions. IBK a beau dire qu'il ne voulait pas que les négociations se délocalisent. Je vous rappelle aussi que la rébellion voulait que ces négociations aient lieu à un endroit qui n'est pas là où elle est aujourd'hui. Je pense que de tous les côtés, on fait des concessions. Quand on parle de cette libération-là, non. Les rebelles n'ont pas de diplomatie. Mais écoutez, le fait qu'on est en train de négocier avec eux. Oui, mais toi, en fait, ce que vous êtes un homme des médias, vous savez, vous avez eu à discuter sur les médias. Ils n'ont pas de diplomatie, mais vous savez très bien que la diplomatie souterraine dont ils bénéficient a parfois été plus efficace que la diplomatie officielle malienne. Ça, il faut le reconnaître. Oui, ça, je peux voilà, ça ne dépend pas. Cela n'est pas imputable qu'à IBK. Mais en fait, pourquoi je vous pose cette question, c'est que en fait, jusque-là, en fait, ce sont les groupes rebelles qui déplacent les lignes. C'est-à-dire que les groupes rebelles disent bon, on veut l'indépendance, et le Mali s'exprime en fonction de ça. Le Mali est dans une position de réaction et non dans une position d'action. Et donc, c'est ce qui m'amène à vous poser la question. Non, mais ça, c'est une conception des choses. Moi, j'ai jamais. Non, ce n'est pas une conception, c'est la réalité des choses. Cette réalité. Est-ce que le Mali a déjà pris le devant? Est-ce que la diplomatie malienne a déjà dit bon, nous, c'est comme ça, et les groupes rebelles ont réagi en fonction? C'est ça un peu. Quand IBK est arrivé, il a tracé ses lignes rouges. Ça, c'est lui, ce n'est pas les rebelles qui le. Quelles étaient ces lignes rouges? Oui, ces lignes rouges, si vous voulez que je vous la. Tout le monde les connaît aujourd'hui. Ce n'est ni fédéralisme, ni autonomie, ni indépendance. Le reste, on en parle. On en revient. Je vais revenir. Non, je vais finir sur ce point-là. Vous avez dit, le Mali est un État à laquelle. Il faut regarder la caméra, non. Les spectatrices. Oui, mais. Il faut regarder. Ça, le Mali est un État auquel on demande quelque chose. Le Mali ne demande rien. C'est les groupes rebelles qui demandent quelque chose au Mali. C'est eux qui viennent avec les doléances. Le Mali les accepte ou les refuse. Voilà, c'est comme ça. Quant à la gestion du cas de l'otage vis-à-vis de la famille, effectivement, je dis, il y a des choses qui peuvent dépasser l'entendement du Malien lambda que nous sommes, mais dans le cadre de la raison d'État, il y a des choses qui se font. Et quand elles se font, effectivement, je veux bien consentir qu'il faut y mettre la manière. Je vais juste compléter ce qu'il vient de dire avant de poser votre question. C'est que, effectivement, les libérations d'otages, donc en suivant le ministre de la Justice, ne datent pas d'aujourd'hui. Mais il faut que ça reste quand même des cas d'exception. Il ne faut pas que ça soit généralisé, parce qu'il a eu à dire que suite à la mésaventure du Premier ministre et l'attaque de Kidal, le Mali a eu à libérer 17 terroristes en échange de nos 17 militaires qui s'étaient fait prisonniers à Kidal. Donc ça, c'est une évidence. Mais bien avant ce régime, ATT a eu quand même à libérer des terroristes, notamment en échange contre Pierre Kamat. Mais toutes ces libérations ont eu des incidences. Et toutes ces libérations ont eu des conséquences dévastatrices parce que le deal, comme je reviens là-dessus encore, n'avait pas été mieux négocié. On a vu le cas de Pierre Kamat, on ne sait pas ce qui avait été convenu entre Sarkozy et ATT, mais ça n'a rien servi. Parce que non seulement l'Algérie et la Mauritanie avaient rappelé leurs diplomates du Mali pendant presque une année pour consultation, mais ça crée un incident diplomatique, mais c'est ce qui a en fait dégénéré la situation parce que ces pays-là, qui sont nos voisins directs, qui sont des pays du champ, ont estimé que le Mali ne favorise pas la lutte contre le terrorisme. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali, ce n'est pas le pays le plus favorable pour un terroriste qui a envie de se faire une pub, qui a envie de prendre des otages? Parce qu'in fine, ils se font libérer. Un terroriste n'a rien à craindre au Mali s'il est estampillé MNLA, HIA, MAA, Yadagali ou autre personne. Je dirais oui et non. Pour se faire une pub, oui, ça c'est une évidence parce que quand un terroriste est libéré, c'est le président de la République française qui va à l'encontre de ce dernier, tous les médias, donc c'est hyper médiatisé, donc ça donne une certaine visibilité à ces groupes-là qui se font aussi de la concurrence entre eux. Donc parce qu'il faut reconnaître que ces preneurs d'otages, c'est pas de l'islam, c'est du pur business, parce que dans l'islam déjà, les prisonniers, même si ça existe, c'est des combattants, tu prends pas un civil comme prisonnier, mais aussi sur quelle jurisprudence ils se basent pour définir la rançon, le montant de la rançon, pour demander à telle personne vaut tel montant. Donc c'est vraiment une affaire criminelle, c'est une organisation criminelle. Mais dire aujourd'hui que le Mali favorise en cela, il faut toujours avoir en tête qu'en 2012, il n'y avait pratiquement plus d'État. Donc, partant de cela et de l'intervention des forces françaises chez nous aujourd'hui, et surtout de la présence de la force Barkhane, on peut dire que les choses
ont changé parce que ces personnes ont été libérées. Ils avaient demandé à ce qu'ils soient remis au médiateur au Niger. Donc les autorités maliennes les avaient amenés donc, au Niger, aux forces nigériennes. Mais aujourd'hui, l'échange a eu lieu à Kidal. Donc on suppose qu'ils sont, en tout cas, ils ne sont pas loin de Kidal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec tous les drones, toute la technologie française et américaine dans la zone qui est en train d'observer, je peux vous assurer que ces personnes-là figurent aujourd'hui sur une liste noire et seront des cibles privilégiées pour ces forces-là. Et même l'argent qui aurait été donné, ces terroristes, tout le monde sait qu'ils vont encore injecter dans des armements, ils vont se fortifier, mais ces armes seront détruites par les forces qui sont sur place. Ça, c'est un cercle où on s'en sortira jamais parce que la France est productrice d'armes et donc exportatrice d'armes. Et donc la France donne de l'argent à des gens et il faut rappeler ces 20 millions d'euros ne vont pas dans les seules poches des terroristes. Il y a des négociateurs, il y a des Français qui prennent une partie. Et qui sait si le Quai d'Orsay lui-même prend une partie. Donc en fait, le Mali aujourd'hui sert de terrain de blanchiment d'armes. Justement, je vais juste mettre une phrase si vous permettez. D'où l'intérêt pour nos autorités maliennes de faire monter en puissance nos forces armées de sécurité et de régner, parce que là c'est un désordre total. Personne ne sait qui contrôle les 2 tiers du territoire malien, parce que nous on n'est pas présent. Du coup, une fois qu'on n'est pas présent, ou dès lors qu'on n'est pas présent, tout peut se passer parce qu'on n'a aucune vision, aucune visibilité à moyen ou à long terme sur cette zone-là. Donc il est très important qu'on ait une armée restructurée, compétente, équipée et qu'on puisse revenir assurer la sécurité dans cette zone-là. Ça reste notre seule voie de sortie. Sinon, moi, je ne vois pas comment on peut imposer sur les négociations ou comment on va pouvoir faire valoir nos idées, nos ambitions, alors qu'on n'a pas les clés de la solution. Imaginez aujourd'hui que les forces françaises et internationales se retirent de Kidal. Dans 2 jours, les djihadistes vont revenir et récupérer les forces. Oui, mais je pense qu'elles ne se retireront pas. C'est pas, comme j'ai l'habitude de le dire sur les plateaux de RP Média, on n'est pas dans un jeu à somme nulle. Le fait que le Mali soit dans cette position bénéficie à certaines personnes. Il ne faut pas le nier. Et il y a des intérêts stratégiques, des intérêts économiques, des intérêts minéralogiques. Voilà, la paix se signe toujours sur le dos du marchand d'armes. Donc ça, il ne faut pas... Tu n'as pas compté pour revenir à vous. Est-ce que vous ne trouvez pas que le Mali est un peu faiblard comparé à des pays comme l'Algérie ou à des pays, le Niger, sur l'indice du développement humain, le Niger est le pays le plus pauvre de la planète. Mais le Niger a une force de frappe face aux terroristes qui est plus puissante que le Mali. Comment vous analysez ça? Non, mais ne pas reconnaître ces faits, c'est un fait. Ne pas le reconnaître, ce serait mentir. Le Mali, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une politique d'agression de l'armée qui nous a conduits jusqu'à là. C'est une politique qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Maintenant, le fait que la zone soit incontrôlée aujourd'hui aussi, tout comme le fait de dire que la zone est vraiment incontrôlée aujourd'hui, on avait compris, et on ne va pas revenir sur ce débat-là, sur le cas de Kidal. Si on avait à l'époque autorisé l'armée malienne à rentrer là-dedans, comme ils sont rentrés là-bas à Gao et à Tombouctou, il est évident aujourd'hui que nous n'en serons pas là. On est revenu sur, quand on dit le Mali, est-ce que le Mali n'est pas un endroit pour les terroristes pour se faire de la pub? Je vous rappelle quand même qu'il y a la CEI, il y a plusieurs endroits aujourd'hui. Le terrorisme au Nigeria, ça existe partout. Et malheureusement ou heureusement, le Mali n'est pas le seul endroit où on enlève des Occidentaux, où les échanges entre terroristes et autre chose, ça se fait. Malheureusement, c'est un fait, ça fait partie de, comme vous l'avez, c'est un cercle vicieux. Ils enlèvent, on le paye, ils achètent pour se renforcer afin d'enlever d'autres. Bon, c'est une équation, il faut tout faire pour que le plus tôt ou tard, le plus tôt sera le mieux, qu'on arrive vraiment à résoudre cette équation-là. Maintenant, comme Ségal a dit, il est évident qu'il faut aller vers la paix. Et dans cette paix, quand on dit les contreparties, je comprends l'inquiétude des Maliens. Quand on voit la suite de ce qu'a été la libération de Pierre Kamat, on est vraiment légitimement fondé à se poser la question, est-ce que nous avons eu quelque chose en négociant avec la France sur la libération de ces terroristes-là. On est légitimement fondé. Je dis et je répète, hélas, ce sont des éléments dont on ne saura que sur le long terme, qu'on ne peut analyser que sur le long terme aujourd'hui. Et j'espère que notre diplomatie, et je le pense, pourra utiliser cela à bon échec. Bon, une dernière question dont la réponse ne nécessite que 30 secondes, on va conclure parce qu'on arrive à la fin de ce face-à-face. Si jamais demain il y avait une nouvelle prise en otage en français,
Est-ce que ça remettra en cause encore tout ce deal-là? Oui, la France va à reculons avec le MNLA parce qu'on ne veut pas mettre en danger la vie des otages. Est-ce que si jamais il y a une nouvelle prise en otage, on va encore se remettre dans un cycle où l'armée française va s'interposer entre les FAMA et les groupes terroristes qui sont au nord, qui détiennent ce nord? Bon, avant d'arriver juste à la réponse à votre question, oui, je vais être assez bref, c'est que, comme je l'ai dit, chacun analyse, chacun prend la politique qui convient à son peuple, qui répond à ses ambitions. Donc François Hollande aujourd'hui, quand on lui parle de la guerre au Mali, il va vous répondre qu'en 2012, il y avait 12 Français qui étaient détenus dans le Sahel. Et aujourd'hui, il y en a 0. Donc c'est sa politique. Et il dit aux Français, n'allez pas là où vous risquerez de vous faire prendre en otage. Donc le message, il est assez clair. Donc on suppose que sur du moyen terme, il n'y aura pas d'otages français dans le Sahel au nord du Mali. Le deuxième volet, c'est que vous m'avez parlé d'un des groupes armés qui négocient actuellement à Alger, qui est le MNLA, qui est un groupe purement politique. Et on comprend que ce groupe n'aspire pas à la paix. Aujourd'hui, c'est assez clair. Ce groupe remet aujourd'hui en cause les premiers accords, les pré-accords qu'ils avaient acceptés, et ils remettent le fédéralisme sur la table des négociations. Et ce qui est étonnant, c'est que ce groupe est suivi par la communauté internationale. Donc ça, c'est un danger qui est là et que l'exécutif, le pouvoir IBK, doit exiger à la France aujourd'hui, qui est quand même l'acteur majeur sur le terrain, mais d'imposer la paix à ces différents groupes-là. Aujourd'hui, on a 3 familles à Kidal qui prennent tout un État en otage. Donc à un moment donné, il faut que cela cesse. Ça n'a pas compté si jamais il y avait un nouvel otage français dans le Sahel, au Mali, dans le Sahel globalement, au Mali en particulier, est-ce que ça remettra en cause l'engagement de la France à combattre à 100% le terrorisme dans cet espace? Moi, je pense qu'il faudra tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Mais le Mali ne peut pas empêcher qu'il y ait des prises d'otages. En disant cela, je n'ai pas spécifiquement visé que le Mali. Nous faisons en sorte qu'il n'y en ait pas. Y compris les forces qui sont là-bas, ils ne sont pas là-bas non plus pour faire la coloration. À un moment donné, il faut agir. Donc, je ne saurais terminer sans quand même dénoncer quand même l'hypocrisie que constitue le rouspétage, la manipulation politicienne de l'opposition malienne autour de ces sujets-là. Parce que non, mais il faut le dire, chacun à la place d'Ibeka aujourd'hui aurait fait la même chose. Très bien. Voilà, il faut avoir le courage de le dire et de l'assumer. Bonne conclusion. Parfois aussi, on se focalise sur ce qu'on a peut-être gagné, mais il faudra aussi se poser la question sur ce qu'on aurait pu perdre. Merci. Donc avant de conclure, je voudrais dire aussi que malheureusement, on est tous d'accord que tous ceux qui analysent la situation au Sahel et particulièrement au Mali, que la France y a ses intérêts, la France est là-bas pour ses intérêts. Peut-être que la France fabrique des otages pour retarder le processus de libération du nord du Mali. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je l'ai entendu quelque part. Et donc sur ce, je tiens à remercier mes 2 débatteurs, donc Sega Diarra de Génération Engagée, Tapa Conté du RPM. Merci à nos spectateurs et à la famille Touré, Tandina et son petit frère qui sont derrière la caméra. Et merci à nos spectateurs, à dimanche prochain.